Comme tous les pays qui ont été attaqués par les États-Unis, l'Iran, mon ami et frère a parlé ici de Cambodge, Vietnam, tout ça. Tous ces pays sont devenus des grandes puissances. Après les attaques américaines, comme la Corée, sont devenus des grandes puissances. Comment? Parce qu'ils se sont construits de grandes armées. Pour construire une armée, l'armée c'est l'espace le plus élevé de la conscience nationale. Donc ça c'est parmi les pistes de solutions pour mettre fin à cette guerre. Il faut que le président Tshisekedi considère l'armée comme un espace gagnant. Donc une priorité des priorités. Mais un pays ne devient grand que quand il s'oppose, quand il gagne une grande guerre. Cette guerre est grande et ne va se terminer que sur le champ de bataille. Merci beaucoup. Et ne se terminera jamais dans des négociations parce qu'il y a déjà plus de 15 millions de morts. Merci beaucoup. La guerre est grande parce qu'il n'y a pas que le Rwanda. Non. Derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les Anglo-Saxons. Et il faudrait qu'on puisse ici comprendre une bonne fois pour toutes que les Anglo-Saxons, Américains et Britanniques ne sont pas la solution. C'est le problème de ces pays. La presse n'a pas joué son rôle. Tant mieux maintenant qu'elle commence aussi à bouger pour que finalement on puisse créer une opinion nationale qui puisse comprendre les dangers dans lesquels on se trouve et la nécessité de à ce que nous puissions nous mettre tous en marche pour l'intérêt de tous. Je pense que si personnellement j'avais une portion de pouvoir, il y a des choses que je prends, des mesures que je prendrais pour que déjà à partir de 22 heures, on puisse arrêter ces vacarmes qu'on entend dans cette ville. Pour que les gens... des bars qui doivent fermer. Alors, bien sûr, bistrots, bien sûr, 22 heures au plus tard, tout le monde doit se retrouver chez lui. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce plateau spécial. La République démocratique du Congo dans le monde, est-ce une solution ou un problème? La guerre dans la partie est du pays soulève des interrogations qui touchent à la fois à la géopolitique mondiale et africaine, et c'est depuis des siècles, car les centres de l'Afrique, berceau de l'humanité, constituent un enjeu majeur pour la survie des nations. De cette terre du Congo est partie la grande civilisation qui va conquérir, vous le savez, le Nord et fonder l'Égypte. Allusion faite ici à plusieurs batailles. Nous pouvons citer à la volée, par exemple, la bataille des Sayo, Gambela. La liste n'est pas exhaustive. Voilà pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la RDC un problème de politique internationale et qui fait bouger aujourd'hui la conscience du monde. Avec nous sur ce plateau pour parler justement de cette question qui intéresse non seulement les Congolais, mais l'humanité entière, puisque vous le savez, la RDC constitue un enjeu majeur, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde, avec ses potentiels énormes en termes de minéraux critiques, des minéraux de l'avenir, le coltan, les cobaltes, le lithium, le cuivre, j'en passe les meilleurs. Donc avec nous sur ce plateau, pour en parler, j'ai invité le professeur Kabongo Malou Emmanuel. Il est professeur de journalisme. Il détient également un doctorat en philosophie de l'histoire. Il est également écrivain, porte-parole du mouvement Conscience nationale congolaise. À son actif, plusieurs livres. C'est un homme pluriel, prolixe. Il a écrit plusieurs ouvrages. Je vous épargne l'énumération, mais on prend le plus important. Il a écrit par exemple « L'Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2063. 2063 vous fait penser à quelque chose, c'est l'agenda de l'Union africaine, l'agenda 2063. Il a également écrit un autre ouvrage très intéressant, Les épurations ethniques en République démocratique du Congo. Dans ses écrits, il a fait également allusion à cet ouvrage de Mabika Kalanda, L'échec de l'édification nationale au Congo, Kinshasa. Bienvenue, professeur Kabongo Malou. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous avez travaillé au Potentiel. Oui, oui. Pendant plusieurs années. Oui, oui, plus de 20 ans. Avec nous également sur ce plateau, nous avons associé un ancien de la RTNC à l'époque, au ZDRT. Il a travaillé au desk à la direction des sports, il a travaillé au desk politique.
Il s'agit de Alex Bemba Mokili. Il est professeur d'université, il donne cours à l'UPEN et à l'Université catholique du Congo, UCC. Il est donc journaliste, politologue, professeur des universités. Bonsoir. Bonsoir, Oscar Mbal. Et bienvenue sur ces plateaux qui vous retrouvent après plusieurs années. Oui, après 22 ans, effectivement. Et vous avez travaillé, vous avez de bons souvenirs sur la RTNC, alors aux ZRT? Oui, naturellement, on a passé des bons moments de jeunesse, en fait, dans les couloirs de ces bâtiments de radio et de télévision. Et on y a appris quand même beaucoup de choses. Et c'était toujours un plaisir, en fait, de se retrouver sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio pour animer les émissions ou pour en débattre avec les différents invités qu'on faisait venir. C'était une bonne période. D'ailleurs, j'en parle encore dans un ouvrage à venir, très bientôt. Et voilà, dans un ouvrage à venir, je signale qu'en poche, vous avez plusieurs diplômes, un diplôme en journalisme et un doctorat en Sciences Po. Oui, effectivement. Voilà, professeur Emmanuel Kabongo Malou, la République démocratique du Congo, d'aucuns n'en parlent, constitue aujourd'hui un pays solution, pour reprendre les mots de la ministre F. Bazaïba, pays solution sur le plan du climat, et à la fois aussi c'est un problème. Vous partagez cette assertion? Merci beaucoup. Je pense que vous soulevez là un problème très important qui a toujours été considéré avec beaucoup de légèreté par des penseurs, quelques penseurs. Et je voudrais profiter aujourd'hui de cette occasion pour rendre hommage à un penseur congolais, le professeur Kaiman Tambambilangi, qui avait développé une grande théorie pour expliquer tout ça. Parce qu'en fait, pour expliquer avec pertinence la réalité sociale, scientifique, on utilise toujours des théories. Alors, il avait... Dans un premier temps, il parlait de la théorie de la dysfonctionnalité et puis de l'impuissance. Mais vers la fin de sa vie, quand j'ai discuté avec lui, il avait développé une théorie qu'il avait dénommée la théorie de l'insuffisance. Il disait que pendant des périodes de la période de l'histoire mondiale, l'Occident a toujours recouru à l'Afrique pour nous laisser son insuffisance et prendre notre puissance. Et il expliquait, voilà, par exemple, qu'à partir du 13e, 14e, 15e siècle, 17e siècle, la période de la traite négrière, l'Occident, qui était incapable, n'est-ce pas, de s'approprier de l'agriculture, a été obligé de venir en Afrique pour voler la main-d'œuvre africaine pour pouvoir maîtriser l'agriculture chez lui, en Occident, en Amérique et partout. Et l'Occident, quant au début de l'industrialisation, qui était incapable de s'industrialiser faute de matières premières, est venu nous coloniser ici pour prendre nos matières premières et tout ça, tout ça. Donc c'est cette théorie de l'insuffisance qui a été développée par le professeur Kaiman Tamba, qui explique toute cette réalité. Aujourd'hui, les enjeux ont changé, c'est vrai. L'Occident a toujours besoin de l'Afrique, non seulement pour des matières premières, mais aussi pour maintenir l'équilibre climatique. L'Occident est aujourd'hui incapable de s'arrêter, de dire, voilà, nous allons arrêter la croissance ou diminuer la croissance pour ne pas polluer le monde. L'Occident étant incapable, voudrait que l'Afrique assume le rôle de puits de carbone. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Et d'ailleurs, pour que l'Afrique assume ce rôle de puits de carbone, il faut que l'Afrique reste dans son état actuel, c'est-à-dire sans développement, Donc vous voulez dire que c'est voulu, hein, l'état dans lequel se trouve bon nombre de pays africains, c'est voulu par l'Occident? C'est ça votre pensée? Mais ça a été toujours voulu par l'Occident. C'est à la conférence de Berlin que l'Afrique a été découpée en petits morceaux. Parce qu'en découpant l'Afrique en petits morceaux, on rendait l'Afrique impuissante. Quand on regarde aujourd'hui l'Afrique, notre continent, avec ses 30 millions de kilomètres carrés, découpés en 54 petits pays, tous ces petits pays-là sont incapables, par eux-mêmes, de se défendre face à l'Occident. N'importe quel petit pays occidental, comme la petite Belgique, n'importe lequel, peut entrer ici au Congo, nous malmener, alors que nous sommes 90 fois. Et c'est la faute à qui? Parce qu'il n'y a pas une autodétermination, une auto-prise en charge, parce que
quelqu'un ne peut pas venir s'imposer dans votre maison et vous les laissez faire. C'est ce que je voulais dire, que ça prend du temps. On ne nous laisse même pas du temps de nous préparer, parce que c'est ça la nouvelle théorie que nous appelons la théorie de la Renaissance africaine. Et qui va vous laisser le temps? Non. Tu vois, l'Occident ne peut pas nous laisser du temps. C'est à nous de nous trouver du temps pour faire la Renaissance africaine. Qu'est-ce que ça signifie, Renaissance africaine? Ça signifie que face à l'Occident qui vient toujours nous malmener, comme à la traite négrière, comme à la colonisation, l'Occident va nous malmener avec cette histoire des changements climatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'Afrique se crée, se positionne comme une masse géostratégique puissante. Et pour ce faire, l'Afrique doit avoir une sorte d'union politique. Pour avoir une même armée, pour avoir une industrialisation communautaire, ensemble, pour avoir une recherche scientifique panafricaine. Et c'est ça, c'est ce qu'aujourd'hui, toutes les guerres que tu vois qu'on est en train de nous mener ici, c'est pour empêcher justement l'Afrique de devenir une masse géostratégique puissante, capable de résister aux monstres froids que sont la Chine, que sont les États-Unis d'Amérique, l'Europe, donc l'Occident. Merci beaucoup, professeur Kabongo Malou. On va y revenir. Je prends professeur Alex Bemba Mokili. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui. De formation, en même temps politologue. Je voudrais savoir, à l'état actuel de choses, est-ce que la République démocratique du Congo constitue un pays solution, comme d'aucuns le disent, ou constitue un problème? Un problème dans ce sens que il pourrait être à la base du frein de développement au niveau de la sous-région, même de l'Afrique, parce que il y a, dans le cadre de l'agenda 2063, le professeur Emmanuel Kabongo Malou l'a dit dans son ouvrage, il y a des projets intégrateurs qui sont censés passer par la République démocratique du Congo. Par exemple, la route transnationale qui devrait quitter du Cape Town oui, jusqu'à l'Afrique du Nord. Mais vu la position géostratégique de la RDC, au cœur de l'Afrique, cette route devait passer par la RDC. Mais la RDC apparemment n'est pas disposée en termes d'infrastructure pour recevoir cette route transnationale et du coup, elle constitue un frein pour le développement. Est-ce une solution ou un problème pour l'Afrique? Ben, j'ai toujours dit personnellement, lorsque par exemple j'entends les gens dire que la RDC c'est un grand pays, effectivement c'en est un, mais grand pays ne signifie pas pays incapable de se gérer. On peut, tous les grands pays qui existent au monde, qui ont essayé de mettre sur pied des stratégies de développement, ont fini par s'imposer et par se développer. Donc, la grandeur de la superficie importante de la RDC n'est pas un handicap, en fait, pour son développement. Il suffit simplement que les autorités qui ont la charge de la gouvernance étatique décident finalement de créer, comme je dis souvent, une sorte de cohésion nationale. Il se pose maintenant, par exemple, un petit souci, le problème que nous avons avec le pays voisin, dont le Rwanda, par exemple, pour ne pas le citer, on parlera de cela plus tard. Mais les problèmes se posent pourquoi? Parce que tout simplement, on n'arrive pas encore à avoir une sorte d'unité, d'un front commun. Lorsque un pays décide de se mettre sincèrement ensemble, d'avoir cette conscience nationale. Je suis avec le professeur Emmanuel Kabongo Malou, pardon, qui est secrétaire général porte-parole d'une ASBEL qui va dans ce sens. La conscience nationale. Lorsque un pays a une forte conscience nationale, il est difficile, je pourrais même dire impossible de le dompter. Les exemples existent. Lorsque le peuple est soudé, n'est-ce pas? Oui. Les gens marchent dans une même vision que oui. chef. Oui. Il est difficile de les manipuler, même de les dompter. C'est difficile parce que, en fait, vous pouvez le prendre pour une année, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 20 ans, comme c'était dernièrement les cas en Afghanistan avec les talibans. Ils ont fini par reprendre le pouvoir à Kaboul face à toutes les puissances qu'on connaît. Il y a encore le cas du Vietnam aussi existe du Cambodge. Les États-Unis, dans sa puissance, n'ont pas réussi à dompter ces États-là.
Donc il faudrait qu'on arrive finalement à créer cette cohésion nationale nécessaire, indispensable, pour que finalement on arrive à travailler pour l'intérêt d'abord du Congo et des Congolais. Et vous savez, Yasha Mounk, dans son ouvrage « Le peuple contre la démocratie », parle en fait du patriotisme civique. C'est quoi le patriotisme civique? C'est exactement cette conscience nationale. Il faut que les gens puissent avoir des orientations communes vers des buts communs. Et si vraiment on se met dans cette perspective, il y a moyen d'arriver finalement à s'imposer et à devenir effectivement un pays solution. Professeur Kabongo Malou, oui. Il parle de la conscience nationale. Est-ce qu'au Congo, il en existe une conscience nationale? Vous savez, une telle question, il faut peut-être y jeter un regard chronologique. Nous avons eu notre indépendance difficilement en 1960. Et nous arrivons en 1997, nous sommes envahis par des armées rwandaises, ougandaises, burundaises, coalisées, ici, chez nous. Vous voulez parler de la guerre de Kisangani, où 2 armées étrangères se sont battues sur le sol congolais? Non, ici même à Kinshasa, mais quand est-ce que le Mobutu a fui le Congo? En 97. Oui, c'est ça. Quand Mobutu a fui le Congo en 1997, ça signifie qu'il y avait des armées rwandaises, ougandaises qui sont entrées ici avec M. Laurent Désiré Kabila, qu'ils n'ont pas gardé longtemps. Ça signifie que après 37 ans après notre indépendance, nous avons été incapables de sauver notre souveraineté intérieure. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comme a dit mon collègue tout à l'heure, c'est parce que pendant 37 ans, nous n'avons pas construit une véritable nation. De vouloir vivre collectif, qui est fondateur d'une nation, provient d'un sentiment communément partagé d'appartenance à une communauté d'origine. Communauté d'origine, c'est-à-dire, on est Congolais, tous ensemble, nous sommes tous Congolais, parce que nous avons le sentiment d'avoir une origine commune. Et cette origine commune doit être assise par notre histoire, dans notre histoire. C'est ça le rôle de l'histoire, c'est de créer les sentiments d'appartenance à une origine commune. C'est-à-dire, tout le monde se sent comme frères et sœurs, se salue, se respecte. Sans ces sentiments-là, qu'on appelle en réalité les sentiments, la conscience historique, c'est-à-dire appartenance à une communauté d'origine, sans ces sentiments-là, nous sommes incapables de vivre ensemble. Sans ces sentiments-là, vous avez des conflits tous les jours, vous avez des gens qui volent, parce que les gens qui volent l'argent des traites, ils volent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à notre communauté d'origine. Ils n'ont pas le sentiment, c'est-à-dire quand ils vous regardent comme ça, ils n'ont pas le sentiment que toi et lui, vous faites partie du même monde. Il se prend pour un étranger, il prend l'argent de l'État et puis il va se construire des maisons, acheter des maisons. C'est-à-dire, quand il parle de la nation, il voit sa femme et ses enfants. Il n'a pas le sentiment que la nation, c'est les 100 millions de Congolais. Vous savez, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille là-dessus. Nous sommes ici. Les Congolais sont le peuple le plus pauvre du monde, alors qu'ils sont assis sur des longueurs d'or. C'est un paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe. C'est du fait que nous n'ayant pas ces sentiments-là, nous ne nous faisons pas confiance. Les Congolais ne peuvent pas faire une affaire avec un autre Congolais. Les Congolais vont chercher les Chinois qui viennent ici, parce qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une communauté d'origine, se font confiance entre eux-mêmes. Ils se débrouillent, ils se mettent ensemble, partagent l'argent. D'abord, partagez même les loyers. Vous savez comment c'est que pour les Congolais, c'est peut-être un sentiment de déception. Même les Congolais qui vivent dans la diaspora, ils ne veulent pas s'identifier en tant que tels. Si l'autre sait qu'il est Congolais, il va les dénoncer. Tu as raison. Il y a une sorte de méfiance. C'est pas une sorte de méfiance. C'est-à-dire nous sommes une casserole vide. Les Congolais même qui habitent la Belgique, qui habitent la France, partout, ont amené la même solution d'impuissance. Ils sont tous dans les petites églises, laver les corps, et prier Dieu. Mais Dieu n'a d'autre mais que les nôtres. Donc, tous les pays que tu vois là, tous les pays qui s'enrichissent ici, les Indiens, les Chinois, les Égyptiens, tout le monde qui s'enrichit ici, c'est parce qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une même communauté d'origine. C'est-à-dire, ils se font confiance comme peuple.
Quand un peuple n'a pas confiance, ne se fait pas confiance, il ne peut pas évoluer. Mais regardez, nous sommes aujourd'hui envoyés par une guerre d'extermination. Nous sommes humiliés. Nous sommes 100 millions et une vingtaine, 10 millions, quelque chose comme ça, de Rwandais nous malmènent et nous ne sommes pas capables d'avoir un consensus sociétal pour dire ça s'arrête. Personne. Nous sommes là, en train de nous battre contre nous-mêmes et c'est ça le danger. Si ça continue comme ça, là, si ça continue au rythme où ça va comme ça, là, vous allez voir ces pays envahis par des Rwandais et nous tous ici. Nous allons continuer, nous allons commencer à laver les robes des femmes rwandaises, et nous allons les chaussettes des hommes rwandais, et nous serons en train. Je vous l'ai dit. Ça non, je sais que vous êtes révolté, vous avez les sentiments. Je ne suis pas révolté, justement malheureux. Professeur, je vous concède cela. 30 ans, ça suffit. C'est un plateau que la radio-télévision nationale congolaise organise au sujet justement de la guerre qui sévit dans la partie est du pays. 30 ans, c'est trop. C'est depuis 1994. Allusion faite ici au génocide rwandais. Nous ne sommes pas ici pour faire la négation du génocide. Ce n'est pas les génocides de Tutsis, mais les génocides rwandais. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a tweeté en disant que c'est les génocides non pas d'une communauté, mais du peuple rwandais. Et là, nous sommes d'accord parce qu'on a tendance à limiter ces génocides, à le restreindre à juste une communauté, la communauté Tutsi. Dans oui, ces génocides, il y a des Hutus qui en ont payé les frais, il y a les Tois qui en ont payé les frais. Oui. En fait, il faudrait tout de suite dire que ces génocides rwandais a été une affaire rwandaise, entre Rwandais. Il n'y a jamais eu, jusqu'à ces jours, qu'on nous le prouve, un seul Congolais qui avait été partie prenante dans ce génocide. Il est dès lors anormal que ce soit le peuple congolais qui en paye le prix fort. Ça n'a pas de sens. Je me rappelle d'avoir assisté en 2013 à un congrès de l'Association belge des sciences politiques qui était organisé à l'Université de Liège, où j'ai fini mes études. Et on nous avait donné avec un ami qui est à l'Université de Kinshasa, Zachary Bayenda Fimbo, on nous avait demandé de parler en fait de cette thématique. Et en y réfléchissant, on est arrivé en fait à s'interroger, à se poser une question simple. Depuis qu'il y a ces histoires qui arrivent dans notre pays, on nous pose toujours le même schéma en fait. Vous devez dialoguer avec le rebelle. Mais curieusement, personne ne demande aux Rwandais et aux Ougandais de dialoguer avec les rebelles. Parce que si c'est cela la solution idoine pour que la paix revienne en Afrique centrale ou d'Afrique des Grands Lacs, mais pourquoi cette solution miracle ne peut être imposée qu'à un seul partenaire et pas à tous les autres? Je ne pense pas que la solution consiste à refaire du mixage, du brassage, que sais-je encore, parce que ça n'a pas donné finalement le résultat escompté. Ce qu'il faut tout simplement, c'est, pour ce qui concerne la RDC... Ça donne aux infiltrations. Oui, ça favorise les infiltrations. Ce qu'il faut pour la RDC, c'est de redevenir ou de devenir une véritable puissance. C'est cela qu'il s'agit. Donc la RDC doit devenir une puissance pour devoir s'imposer par la force. En tout cas, c'est l'idéal. C'est ce que fait le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, redonner à la RDC une armée forte, comme dans l'ancien temps, une forte armée équipée, surtout avec la loi de la programmation militaire, qui donne à l'armée congolaise les moyens pour faire face à cette guerre qui est devenue aujourd'hui une guerre d'usure, oui. Une guerre qui a coûté la vie à plus de 10 millions de Congolais. Oui. Quand vous lisez les livres de Charles Onana, oui. Il parle même de plus de 500 000 femmes violées. Mais professeur Kabongo Malou Emmanuel, nous avons l'impression que les discours, l'appel à la mobilisation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas suivi à la base. On sent comme s'il est seul dans cette guerre. Il appelle les Congolais à la mobilisation, mais son discours n'est pas accompagné d'une sorte d'appropriation à la base. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que cette guerre dure depuis 30 ans. Et nous continuons à avoir plus de victimes, plus de femmes violées, plus de femmes découpées en morceaux, parce que justement, il n'y a pas une grande mobilisation.
Ce qu'il faut dire ici est que depuis que cette guerre a commencé, nous n'avons jamais eu, il n'y a pas eu un agenda setting dans nos médias sur cette guerre. C'est de rester une guerre privée où les gens en parlent dans les alcôves, alors que les médias nationaux comme la RTNC devaient s'imposer, c'est-à-dire imposer un agenda. C'est chaque jour on en parle, parce que ces médias, c'est par ces médias que nous devons que notre peuple est informé, et quand on fait une guerre comme ça, on la laisse comme une guerre privée, personne ne s'en approprie. Et puis il y a aussi le fait que les Congolais ayant perdu l'identité collective, notre identité collective est très faible, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sentiments d'appartenance à une communauté d'origine, les sentiments d'appartenir à une communauté de destin est très faible chez nous. Il faut recréer ces sentiments-là. Et pour créer ces sentiments, il faut imposer l'histoire nationale dans les études. Il faut imposer la géographie nationale. Il faut imposer la minéralogie nationale. Il faut que le peuple congolais connaisse son pays, sa production pour l'aimer. Donc, l'ensemble de tout ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand le président Tshisekedi parle de la mobilisation, c'est à peine quelques individus qui se réveillent. Il n'y a pas une mobilisation nationale. Vous voulez qu'au niveau des écoles, on parle de la guerre, au niveau des entreprises, au niveau partout dans les marchés, quand la mobilisation il y a des apôtres pour conscientiser la population. Quand cette mobilisation sera forte, vous verrez que ce sont les étudiants de nos universités qui sont censés diriger ces pays demain, qui vont d'abord arrêter les études à l'université, qui vont dire, ça suffit, nous arrêtons les études, nous allons faire la guerre. Comme ça s'est fait ailleurs. Comme ça s'est fait en Israël, comme ça s'est fait même au Rwanda. Donc nous avons cette faiblesse-là, comme je l'ai dit, je ne peux pas le cacher. La RTNC n'a pas joué son rôle. Mais nous avons des émissions de mobilisation et de sensibilisation. C'est maintenant qu'on se dit, tout le monde se réveille. Parce que si vous ne vous réveillez pas, mes chers amis, cette guerre qui vient là-bas, c'est une guerre pour nous humilier. Les gens regardent un grand Congo comme ça, avec 100 millions de personnes, malmenés par des lilliputiens. Parce que les Rwandais, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques des pays lilliputes, c'est des lilliputiens. Ils ne peuvent rien bouffer, ils n'ont pas de grandeur géopolitique. Mais ils nous malmènent, nous ne faisons que crier, et le président de la République, parce qu'il n'a pas une forte mobilisation derrière lui, est obligé de courir dans tous ces petits pays. Même si aujourd'hui, les pays, des petits pays là commencent à se rendre compte qu'effectivement, c'est que si je serais dit est vrai, mais il ne faut pas oublier que le Rwanda fait partie d'un projet géopolitique grandiose, fait par les anglo-saxons. Et pour donner des garanties aux anglo-saxons, Kagame a fait ce qu'aucun pays n'a jamais fait, il a changé de langue dans son pays. Le Rwanda est le seul pays. Tout en étant dans la francophonie, la langue officielle, c'est l'anglais. Et c'est le seul pays en Afrique qui avait ce qu'on appelle l'homogénéité linguistique. Au Rwanda, tout le monde parle de Kinyarwanda, des enfants jusqu'aux élites, jusqu'aux intellectuels, jusqu'au président de la République. C'est le seul pays. C'est rare que ça se passe. Alors, voir un pays comme ça, qui a une telle puissance, changer sa langue pour remettre une langue étrangère, il l'a fait pour offrir des garanties aux Américains. Et aujourd'hui, les Américains considèrent Kagame comme, comment on dit, c'est-à-dire un confidence boy, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour le bonheur des Américains. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, au jour d'aujourd'hui, comme nous, parce que au Congo, quand on parle de ces problèmes-là, on les limite au pillage des ressources. Non. Les ressources, on les pille comme un cadeau qu'on offre à Kagame. Ce qu'on cherche, c'est détruire, c'est l'Afrique entière, en commençant par le Congo. Tu l'avais dit tout à l'heure, le Congo est un pays solution pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que le Congo était quand tu lis tous les panafricanistes, les Cheikh Anta Diop, les Bonnet et tout le monde, on dit l'Afrique va se construire autour de la RDC, qui a les moyens miniers, qui a les eaux, les forêts, toutes les eaux ici, qui a aussi de l'espace. Parce que le Congo est censé accueillir au moins 300 millions d'habitants. Et on veut détruire le Congo. C'est pour empêcher l'Afrique de devenir justement un pays, un continent stable. Je pense que la mobilisation à l'interne est en train de se mettre, doit se mettre en place. Nous devons jouer notre rôle des élites, c'est-à-dire aller en parler avec nos élèves, nos étudiants, nos familles, des femmes au marché. Nous allons revenir vers la fin de l'émission, passera en termes de stratégie, des recommandations, des propositions. Professeur Alex Bemba Mukili,
Vous êtes journaliste. Oui, c'est Bemba Bondo Mukeli. Merci beaucoup, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous êtes analyste et politologue en même temps. Ne voyez pas qu'aujourd'hui les paradigmes commencent à changer sur le terrain. Les Rwandais qui étaient présentés comme un pays modèle en termes de développement, mais nous avons suivi un documentaire produit par un collectif de journalistes occidentaux, une cinquantaine de chaînes réunies. Ces journalistes ont produit un documentaire présentant les assassinats orchestrés par les Rwandais à travers le monde. Le régime rwandais qui est en train de, justement, d'orchestrer des assassinats de personnes qui sont contre ou qui sont opposantes à ces régimes-là. Et ça se parle, ça se raconte partout, dans les grands médias internationaux. Est-ce que vous ne pensez pas que les masques sont en train de tomber aujourd'hui et les Rwandais sont en train de subir, peut-être d'être lâchés par l'Occident? Bon, je peux tout d'emblée dire que j'apprécie en fait le fait que la RTNC commence déjà cette sensibilisation, cette mobilisation à laquelle faisait allusion le professeur Emmanuel Kabongo Malou, qu'il était temps finalement que le média puisse prendre à bras le corps ces problèmes pour sensibiliser l'opinion et amener l'opinion à comprendre que nous sommes face à une situation qui nous intéresse tous, qui concerne tous les Congolais et toutes les Congolaises, et qu'il y va de notre intérêt à ce que nous puissions nous y mettre si nous voulons avancer. Quant à la prise de conscience, si je peux comprendre ce que vous êtes en train de dire de l'Occident, je pense que l'Occident connaît la vérité. Elle sait qui a fait quoi. Elle connaît, parce que même dans les différents ouvrages de Charles Onana qu'il a écrit sur la RDC, ce sont des livres qui se fondent sur des archives, et des archives déclassifiées qu'il retrouve tant au niveau des États-Unis, au niveau de l'ONU, qu'au niveau, par exemple, de l'Élysée ou en Belgique. Aujourd'hui, ce sont des Congolais qui parlent, des étrangers qui parlent plus du Congo que les Congolais eux-mêmes. Oui, on va à Charles Onana, c'est un Camerounais, un Franco-Camerounais, mais il s'intéresse Il y a aussi Kémy Seba. Voilà. Oui. Ils publient des livres, ils prennent les devants, même des risques pour le Congo, mais les Congolais, apparemment, c'est comme c'est une histoire qui appartient à d'autres pays, ils ne s'intéressent pas. Non, c'est-à-dire que c'est ce que je disais au début, qu'il fallait qu'il y ait cette conscience nationale. Quand vous n'avez pas une conscience nationale forte, il est difficile que les gens puissent se sentir concernés par la situation, alors que nous devrions effectivement être les premiers concernés, d'autant plus qu'il s'agit de notre pays. Il y a aussi M. Kwebe Kimpele, par exemple, en Belgique, qui fait des conférences dans lesquelles il fustige. Mais ce n'est pas suffisant à Kinshasa. C'est pas suffisant. Ce sont des rares professeurs qui parlent de la guerre qui sévit dans l'Est. Oui, c'est pas suffisant. Je vous le concède. C'est vraiment, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est tout à fait vrai. Mais il faut aussi se dire que comme pour revenir toujours à ce que je disais, la presse n'a pas joué son rôle. Tant mieux maintenant qu'elle commence aussi à bouger pour que finalement, on puisse créer une opinion nationale qui puisse comprendre les dangers dans lesquels on se trouve et la nécessité de à ce que nous puissions nous mettre tous en marche pour l'intérêt de tous. Je pense que si personnellement j'avais une portion de pouvoir, il y a des choses que je prends, des mesures que je prendrais pour que déjà à partir de 22 heures, on puisse arrêter ces vacarmes qu'on entend dans cette ville. Pour que les gens... des bars qui doivent fermer, alors, bien sûr, des bistrots, bien sûr, 22 heures plus tard, tout le monde doit se retrouver chez lui. Il faut qu'on puisse réfléchir au fur et à mesure pour comprendre que cette affaire nous concerne tous et toutes. C'est pas une affaire d'une personne, c'est pas une affaire de quelques-uns, c'est une affaire de tous les compatriotes. Merci professeur Alex Bemba. Je me tourne du côté du professeur Kabongo Malou Emmanuel. Nous sommes en train de terminer cette émission. Que devra faire l'élite congolaise? Que devra faire la jeunesse congolaise? Parce que le pays est agressé. Ça fait plus de 3 décennies que nous sommes en guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. La comptabilité des morts ne s'est pas encore arrêtée, mais les lignes ne semblent pas bouger dans d'autres provinces. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'élite?
je voudrais d'abord revenir sur le Rapidement. documentaire là, que vous venez de parler d'un documentaire qui a été produit par des journalistes étrangers. Ça fait partie d'une stratégie. Vous voyez, un pays comme Israël peut tuer des Palestiniens et ce sont des caméras de CNN qui montrent comment on tue les Palestiniens. Mais entre-temps, l'Amérique ne change pas de position. Parce que même hier, ils ont décidé de faire des sanctions, de donner des sanctions, n'est-ce pas, à la CPI, hein, n'est-ce pas, à la Cour pénale internationale, parce que la Cour a voulu condamner Israël. Donc hier, le Congrès américain a pris des décisions pour sanctionner des hauts responsables de la Cour pénale internationale. Malgré le fait que c'est CNN. Israël bénéficie du soutien des États-Unis. C'est ça. Malgré que CNN montre des images, tout ça, les gens ont crié, les étudiants américains sont allés dans n'est-ce pas, en grève, de grandes universités américaines ont vu leurs étudiants sécher les cours pour dire nous prenons la cause palestinienne, même la cause congolaise. Mais l'establishment américain n'a pas changé de position. Donc, ça fait partie d'un jeu où on vous démontre que non, on vous dit voilà, nous allons abandonner notre protégé. Non, ça ne se fera pas. C'est comme l'histoire, c'est comme avec l'histoire de Kagame ici. On peut vous dire voilà, tout le monde, ce qu'ils ont montré là, c'est connu. Ça fait une vingtaine d'années que des Kayumba Mwanawelesa ont été tués, ont été assassinés. Donc, tout ça, c'est connu. Ce qu'il nous faut, c'est quoi? Dans tous les pays, comme tous les pays qui ont été attaqués par les États-Unis, l'Iran, mon ami et frère a parlé ici de Cambodge, Vietnam, tout ça. Tous ces pays sont devenus des grandes puissances. Après les attaques américaines, comme la Corée, sont devenus des grandes puissances. Comment? Parce qu'ils se sont construits de grandes armées. Pour construire une armée, l'armée, c'est l'espace le plus élevé de la conscience nationale. Donc ça, c'est parmi les pistes de solutions pour mettre fin à cette guerre. Il faut que le président Tshisekedi considère l'armée comme un espace gagnant donc, pour la jeunesse. Une priorité des priorités. Mais on doit considérer l'armée comme un espace gagnant pour la jeunesse. Les jeunes gens ne vont pas aller dans l'armée gratuitement. Il faut qu'on leur propose, comme on le fait aux États-Unis, c'est-à-dire on leur propose des choses à gagner. Un Américain, quand il entre dans l'armée, il sort avec une carte de soins médicales internationale, mondiale. C'est-à-dire, toute sa vie, il a des soins médicaux. Il peut aller dans une grande université. Il faut qu'il y ait des offres alléchantes. Merci beaucoup, professeur. Donc, il faut que le président de la République, qui a déjà donné un grand budget à l'armée, avec la loi de programmation militaire, puisse trouver le moyen, n'est-ce pas, de faire de l'armée un espace attirant pour la jeunesse. Merci beaucoup. Le message est passé. Ça se relève de la stratégie. Professeur Alex Bemba, rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'élite nationale congolaise, au niveau de la jeunesse, des professeurs d'université que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut pour créer, mettre sur pied cette conscience nationale, collective, qui manque jusque-là à la RDC? Bon, l'élite congolaise doit savoir d'abord une chose. C'est que nous n'avons qu'un seul pays. C'est la RDC. Où nous voulons que ce pays puisse exister dans sa configuration actuelle. Ou disparaître. Ou disparaître. Et donc, comme nous voulons tous que ce pays puisse exister, il faut qu'il y ait cette prise de conscience collective pour que nous puissions comprendre tous qu'il est temps que l'on puisse toujours prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Si vous prenez tous les conflits qu'on a eu dans ces pays depuis 1960, 65, 90, ou 90, 97, et jusqu'à ce jour, vous constaterez que tous ces conflits ont un point commun. Le manque de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'État, de la nation. Donc il faut nécessairement qu'on puisse le comprendre. Et lorsque on se retrouve dans une situation qui est celle de la nôtre aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons intérêt à ce que nous puissions nous mettre tous autour d'une table pour penser ces pays pour l'intérêt de tous et de toutes. Et pour prendre un peu ce que le professeur Emmanuel a dit tout à l'heure, Kabongo, le Japon avait compris en 1870 que ce fut un pays insulaire. Et la seule façon de se sauver, c'était de constituer une armée forte. Et parmi les résolutions qui avaient été prises après avoir analysé la situation du pays, le Japon s'était imposé à ce que tout Japonais de 18 ans fasse le service militaire obligatoire.
Et c'est ce qui a fait que finalement, le Japon a dû tenir tête aux Occidentaux pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes en voie, la République démocratique du Congo est aussi en voie, n'est-ce pas, d'imposer ses services. Ah, il le faut. Je m'imagine. Et mesdames, messieurs, nous sommes en train de terminer cette émission. Il y a beaucoup à dire autour des enjeux qui sont liés à cette guerre que nous impose les Rwandais via les terroristes du M23. Une guerre à la fois économique, une guerre d'usure. Vous avez parlé justement d'une guerre du sous-développement. Du sous-développement et en même temps médiatique. Il y a beaucoup à dire autour de cette guerre, 30 ans de guerre en République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est. Ça n'est trop, ça suffit. Les Congolais ont pris conscience et les masques commencent à tomber. Je pense que dans un avenir proche, ça sera un vain souvenir, professeur. Bien sûr, il faut que les Congolais se rendent compte que un pays ne devient grand que quand il s'oppose, quand il gagne une grande guerre. Cette guerre est grande et ne va se terminer que sur le champ de bataille. Merci beaucoup. Et beaucoup. ne se terminera jamais dans des négociations parce qu'il y a déjà plus de 15 millions de morts. Merci beaucoup. La guerre est grande parce qu'il n'y a pas que le Rwanda. Non. Derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les Anglo-Saxons. Et il faudrait qu'on puisse ici comprendre une bonne fois pour toutes que les Anglo-Saxons, Américains et Britanniques ne sont pas la solution. C'est le problème de ces pays. C'est ça. C'est les problèmes de Congolais, c'est les problèmes de ce pays. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci de l'attention que vous avez daigné nous accorder. Merci à nos invités, le professeur Kabongo Malou, merci à Alex Bemba, merci professeur, merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons à une autre occasion pour parler justement de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs et dans l'Est de la RDC. Bonne suite des programmes sur vos télévisions. À la prochaine.